5. Bonjour et bienvenue au SAV de la QVT. Wouh, j'ai relancé le générique. Bonjour et bienvenue au SAV de la QVT, la première émission de télévision qui parle de QVT et rien que de QVT. Depuis un peu plus d'un an, on se retrouve une fois par mois pour faire le service après-vente de ce qu'on nous a vendu pendant des années. Des croyances erronées sur le travail et de la QVT bullshit. Nous, chez Wunjo, nous pensons qu'il y a une urgence contemporaine à enclencher une transition comportementale, autant au niveau des collectifs de travail que des individus. Et en ce sens, nous avons chacune et chacun d'entre nous un rôle absolument primordial à jouer. Alors ensemble, on va essayer de mieux comprendre ce qui contribue au bien-être de nos travailleurs et de nos travailleuses et faire souffler un vent plus positif et plus optimiste. Finalement, chez Wunjo, on est un peu les colibris de la vraie QVT. On cherche à redonner de la valeur au travail et redonner finalement davantage de dorure et de vérité à cette merveilleuse discipline qu'est la qualité de vie au travail. Aujourd'hui, j'ai le bonheur de représenter Wunjo. Nous sommes un cabinet conseil et un organisme de formation spécialisé en qualité de vie au travail. Nous existons depuis 20 ans, nous appartenons à la belle et grande famille qu'est l'économie sociale et solidaire. Nous sommes une entreprise à impact, une entreprise d'utilité sociale qui existe pour contribuer à humaniser la vie au travail et faciliter les coopérations professionnelles. Nous sommes une boîte à la personnalité un petit peu atypique. Nous fédérons un collectif d'experts qui sont généreux, joyeux, passionnés et profondément militants. Et c'est un grand bonheur pour moi aujourd'hui de pouvoir vous faire rentrer un petit peu à l'intérieur de notre univers. Et de partager aujourd'hui la caméra avec une membre de notre collectif, Monique Obsor. Monique, bonjour. Bonjour Manu. Monique fait partie de notre collectif depuis quelques temps. Depuis qu'elle est coach et consultante en qualité de vie au travail, Monique réalise des bilans de compétences. Elle accompagne des individus dans leur transition professionnelle et elle accompagne les collectifs de travail qui sont soucieux de leur dialogue social. Elle ne le fait pas par hasard. Elle a derrière elle une longue carrière d'une 30aine d'années en tant que cadre dans une grande entreprise internationale au sein de laquelle elle a exercé différents mandats et des mandats d'élus. Elle a été déléguée syndicale, élue au CSE et à la CSEC, on va dire beaucoup d'acronymes ce matin, et elle a été également secrétaire de CHSCT. Monique est particulièrement attentive aux questions du dialogue social, de la qualité de la relation entre employeurs et salariés, et elle tient à ce que particulièrement ces organes qui sont sacrés et consacrés puissent exercer leur rôle et leur mission de la meilleure manière qui soit. Alors aujourd'hui, elle va nous parler du rôle du CSE. Il y a une mission officielle qui a été affectée au CSE. Leur rôle, c'est de contribuer à l'analyse, évidemment, et à la prévention des risques professionnels, à élaborer des dispositifs qui permettent de maintenir en emploi de manière positive l'ensemble des travailleurs et des travailleuses de l'entreprise. Bref, d'être l'acteur clé des conditions de travail et de la santé et sécurité au travail. On sait que depuis la loi travail-santé de 2021, les obligations de l'employeur ont été renforcées. On pense notamment désormais à l'obligation d'élaborer un PAPRI Pact qui doit évidemment être soumis en CSE. On sait aussi qu'avec le dernier accord national interprofessionnel de la QVT, qui est devenu QVCT, on sait que qualité de vie au travail et santé-sécurité au travail sont désormais des jumelles. C'est-à-dire que nous autres acteurs de la QVT, nous sommes invités à mener des démarches de prévention et d'amélioration des conditions de travail en intégrant le volet de la santé-sécurité, certes, mais en intégrant le dialogue social. C'est inscrit clairement aujourd'hui dans la loi, article 13, et la loi nous invite également, c'est l'article 18, à organiser des sensibilisations, des informations et des formations des membres élus du CSE et de la CSSCT pour qu'ils puissent porter confortablement ces questions de qualité de vie au travail. Aussi, avec Monique, nous nous sommes posé une question qui nous semble saine. Comment est-ce qu'on peut implanter, déployer
piloter des démarches qualité de vie au travail avec un organe qui s'appelle le CSE et potentiellement sa CSSCT, dont c'est le rôle et l'objet, tout en entendant que le prescrit de la part du ministère du Travail est de mettre en place des comités QVT. Quel est le rôle et la place de chacun de ces organes? Quelle est la convergence qui doit ou qui peut exister entre eux? On a fait de nombreuses recherches et on a le sentiment aujourd'hui que le sujet n'est pas vraiment profondément traité. En tout cas, nous, ça nous a interpellés. Et avec Monique, ce matin, nous allons finalement vous partager notre rapport d'étonnement, notre point de vue, notre regard, sans avoir le sentiment ou la prétention de savoir exactement ce qu'il faut faire, tant les conditions peuvent être différentes et les configurations absolument diverses. Pour autant, on va prendre ce risque ce matin de finalement nous reposer des questions profondément basiques sur les CSE et commencer à amener petit à petit la question de la coordination entre la démarche QVT et le rôle profond des CSE. Alors, pour parler de tout ça, on a décidé de s'axer surtout sur les entreprises de 50 à 300 salariés. Pourquoi? Parce qu'en dessous de 50 salariés, il y a peu d'instances représentatives du personnel et quand il y en a, elles ont peu de moyens. On parle souvent d'une personne. Et au-dessus de 300 salariés, on part sur des accords de méthode et sur des négociations qui sont beaucoup plus conséquentes et qui appelleraient potentiellement un autre SAV de la QVT. On va rester sur cette frange gigantesque de l'économie française, les boîtes de 50 à 300. Au programme, 45 minutes d'échange avec Monique. Elle se tient à votre disposition pour répondre à vos questions. Vous avez sur la droite de votre écran un chat, donc n'hésitez pas à partager vos commentaires, vos réactions, vos questions. Notre standardiste farfelu Marco est à votre disposition pour être votre porte-parole et des questions nous sont déjà arrivées. Que vous dire d'autre? Cette émission, c'est un live. Cependant, elle est également enregistrée et vous recevrez cet après-midi de la part de Webikeo directement dans votre messagerie le lien vers le replay. Bon, et c'est parti. Service après-vente QVT le jour de la fête de la musique. Bonjour, il est venu le temps des cathédrales. Je vous écoute. Ok, bonjour Sylvia. Oui. Eh bien, on va poser la question. Ouais. Alors, oui, j'attaque. Oui. Dites, c'est quoi la différence entre le QSE et ce qu'on avait avant? Le CSE et les trois instances. En fait, le CSE, c'est pas le QSE, Sylvia. Voilà. C'est la fête de la musique, donc les gens, ils sont déjà. Mais ouais, c'est normal, c'est normal. On est là pour définir les choses. Alors, en fait, moi, j'ai connu les deux. Avant le CSE, il y avait trois instances. Il y avait le CHSCT, le comité d'entreprise, le CE, et les DP, les délégués du personnel. Donc, en fait, avant, il y avait plus d'élus que ce qu'on a à l'heure actuelle et ils étaient beaucoup plus experts dans leur domaine parce que chacun se dirigeait vers ses aspirations et vers ses connaissances. Donc, le CHSCT est né en 1947. Donc, c'est le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. C'est une organisation représentative du personnel qui est présente dans les entreprises d'au moins 50 salariés. Cette instance était autonome et avait une personnalité morale. Donc, elle pouvait faire des expertises, des enquêtes, sans être inquiétée du budget, parce que c'était la direction qui prenait en charge les frais. Ensuite, on avait le CE, le comité d'entreprise. Le comité d'entreprise qui s'occupe donc de remonter l'expression collective des salariés concernant la gestion et l'évolution économique et financière de l'entreprise, l'organisation du travail, la formation professionnelle, mais on connaît plutôt le comité d'entreprise pour les actions sociales et culturelles. Les salariés le connaissent plutôt à ce niveau-là. Et enfin, on avait les DP, les délégués du personnel, dont la mission était de faire part des réclamations individuelles et collectives auprès de la direction,
en faisant attention à l'application de la réglementation du droit du travail. Donc, 3 instances avec des experts, avec des personnes, comme tu viens de le souligner, qui avaient vraiment des aspirations personnelles à traiter ce sujet-là. Exactement. Ceux qui étaient plus connotés droit du travail étaient dans les délégués du personnel. Ceux qui préféraient tout ce qui était gestion financière, etc., étaient dans le comité d'entreprise. Donc, on avait vraiment une expertise et on avait pas mal d'élus, quoi. Et donc, tout était quand même scindé, mais chacun avait son potentiel réel. Ok. Ah. Service après-vente à QVT, jour de la fête de la musique. Bonjour, tout tata, tout tata, tout tata, tout tata, tout tata. Je vous écoute. Oui. Ah, on va demander. Oui, oui. Oui. Ça a changé quoi que ça devienne des CSE? Alors, en fait, en 2017, ces 3 instances ont été fusionnées pour n'avoir plus que le comité social économique. Alors, qu'est-ce que ça a changé? En fait, déjà, il faudrait se poser la question de pourquoi ça a été changé, évolué. En fait, c'était à la base pour n'avoir plus qu'une seule instance et pour pouvoir être plus efficace, avoir moins de réunions, que tout le monde soit au courant de tout, de tous les dossiers et du coup de gagner du temps dans la gestion de tout ça. Après, officieusement, moi, je me pose la question à qui profite réellement ce changement? Parce que comme on va le voir après avec le recul, il y a eu quand même un gros impact au niveau du dialogue social et des instances représentatives du personnel. Donc déjà, il y a certaines personnes qui ne savent pas ce que c'est un CSE. Donc, pour déjà déterminer qui forme le CSE, par quoi est formé le CSE. Donc, on retrouve l'employeur, on retrouve les représentants du personnel du CSE, parmi lesquels il y a un secrétaire du CSE, et nous avons aussi les représentants syndicaux. Donc, à quoi ça sert d'avoir un CSE? En fait, le CSE, puisqu'il regroupe les 3 instances, on reprend les mêmes attributions qu'il y avait avant. Donc, c'est défendre l'emploi, les conditions de travail des salariés, la préservation de leur santé, de leur sécurité, de s'assurer du respect du code du travail, de représenter les intérêts des salariés dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, de l'organisation du travail, de la formation professionnelle, etc. Tout ce qu'on a vu même au départ, quand on a détaillé les 3 instances d'avant. Donc, le CSE doit être informé et consulté quand il y a des changements au niveau de l'organisation économique ou juridique de l'entreprise. Si la structure des effectifs est modifiée, s'il y a des externalisations, si la durée du travail va être modifiée, tout ce qui est des conditions d'emploi, de formation, etc., lorsqu'il y a des nouvelles technologies qui sont appliquées. Donc, on informe et on consulte le CSE. En fait, ici, nous, on va plutôt approfondir tout ce qui est C2SCT. Parce que comme là, on va plutôt parler de la QVT, de la qualité de vie au travail, donc c'est plutôt ce domaine-là qui nous intéresse, quoi, pas le niveau économique ou financier. C'est encore, le sujet est tellement vaste qu'il faut qu'on se donne une ligne directive. Donc, à noter aussi que dans les entreprises de moins de 300 salariés, la C2SCT, c'est-à-dire la Commission Santé et Sécurité des conditions de travail, n'est pas obligatoire. Il est toutefois possible d'en mettre une en place. Et même des fois, c'est l'inspection du travail qui demande de pouvoir en mettre une en place. Ces missions, c'est quoi? Que ce soit que le CSE ou c'est la C2SCT, si jamais il y en a une. Donc, c'est de faire de l'analyse des risques professionnels, comme tu l'as dit en introduction, l'adaptation, l'aménagement des postes de travail, faire de la prévention pour le harcèlement moral, sexuel et agissement sexiste, faire des inspections régulières dans tous les services, les locaux, les agences d'une même entreprise, faire des enquêtes et des expertises si jamais
il y a une nécessité, il y a un danger imminent, donc le CSE a ce pouvoir-là de demander une expertise. Le CSE est également consulté sur le DURP, qui est le document unique d'évaluation des risques professionnels. Et c'est obligatoire au niveau de toutes les entreprises et d'être consulté pour les mises à jour, etc. On verra plus tard aussi que moi, je pose aussi une question, pourquoi le CSE n'est-il pas associé au DURP? Ouais, mais c'est marrant, j'allais rebondir exactement là-dessus, Monique. Non, mais parce qu'on est chez Wunjo et on fait un SAV de la QVT, donc on ne mâche pas nos mots, on dit ce qu'on pense et Voilà. ça n'engage que nous, hein, clairement. Exactement. Les entreprises dans lesquelles on intervient, systématiquement, on vérifie leurs obligations légales. Donc, on va aller regarder un certain nombre de choses au niveau du dialogue social et évidemment des obligations de prévention santé. Et quand on récupère le DU et qu'on l'analyse, je ne vais pas rentrer dans le fait que c'est souvent que du risque physique et qu'il n'y a pas encore beaucoup de risque psychosocial de mentionné dedans, qu'en général, il n'est pas à jour et qu'il n'y a pas derrière de plan d'action ou de référent. Bref, il y a un DU. Et quand on pose la question, OK, ce DU, comment est-ce qu'il a été constitué? Est-ce que la voix des salariés a été entendue? Donc, on a soit un cabinet externe qui est arrivé, qui s'est enfermé dans le bureau avec le chef d'entreprise et puis il a rempli des petites cases dans un logiciel, il a édité le joli fichier Excel et s'est accroché à la cantine. Je la fais en caricature, hein, mais pas loin quand même de ce qu'on voit sur le terrain. Soit, effectivement, il y a eu un travail un peu plus approfondi quand on a la chance d'avoir des structures où, par exemple, il y a un QSE qui prend en charge ce type de sujet et on le soumet au CSE pour obtenir une validation. Donc, on est très, très loin d'une coopération et d'un travail, j'ai envie de dire, d'intelligence collective où la voix patronale, la voix salariale est entendue. Et finalement, le DU devient cette espèce d'obligation où on doit tick the case, tu sais, on coche la case, c'est bon, on a fait notre DU. Alors qu'en fait, c'est un outil merveilleux qui est un support et un livrable d'une discussion et d'un dialogue à mettre en place. Eh oui, tout à fait. Je suis désolée, on est en direct, mais j'ai mon chien qui aboie. Mais ton chien, il veut que les CSE soient davantage consultés pour écrire des DU, c'est tout? Est-ce que toi, tu as déjà vu des CSE embarqués dans l'écriture d'un DU? Pardon, je n'ai pas entendu du coup. Est-ce que tu as déjà vu des CSE embarqués dans l'écriture d'un DU? Pas du tout. Alors nous, on était consultés lorsque c'était le cas. Et du coup, effectivement, moi, j'avais une grosse frustration en étant au C2SCT d'avoir travaillé sur plein de sujets et qu'on ne nous ait même pas demandé. Voilà. Je pense que c'est une richesse qui est dommage parce qu'elle n'est pas exploitée. Après, moi, je pose juste la question. Voilà. C'est ce qui est fait. Oui, c'est ça. Voilà. En fait, et quand on fait des audits QVT dans les structures, puisque voilà, tout l'intérêt de notre webinaire, c'est de faire des liens entre dialogue social et QVT, et le DU est ce document consacré avec son papier pacte qui est le point de coordination sur la question de la santé et de la sécurité au travail. Quand on fait un audit QVT, l'ensemble du diagnostic et des points qui remontent, des priorités, des axes et toutes les actions qu'il y a derrière sont là pour nourrir le DU. Et quand on fait les audits QVT, on va déjà récupérer la matière du DU pour voir le premier diagnostic qui a été fait des risques professionnels. Donc, on voit déjà qu'il y a un point de coordination tout logique et naturel autour de ce document et de cette démarche. Donc, ça veut dire qu'à la base, il faut vraiment que les CSE s'emparent de ce sujet et les directions, qu'elles l'inscrivent vraiment comme un objet de dialogue social. Tout à fait. Tout à fait. Oui, alors, et donc, quand l'accord national interprofessionnel arrive, Monique? Du coup, effectivement, en 2020, l'ANI, donc comme tu viens de le dire, met en exergue de faire de la prévention primaire. Donc, au cœur de notre santé au travail. Donc, ça veut dire ne plus faire de la réparation parce qu'on agit très souvent une fois qu'il y a le feu, quoi. Mais venir en amont et empêcher des problématiques. Donc, faire de la prévention primaire. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe réellement sur le terrain, quoi. En fait, on s'aperçoit justement que avec la mort du CHSCT,
les sujets de santé et sécurité au travail perdent de leur importance et du poids face à la direction. Donc, il y a moins de sujets qui sont traités. Après, c'est souvent un rapport de force aussi et de la capacité des partenaires sociaux à se faire entendre auprès des directions et des RH pour aboutir à des accords ou pour travailler ensemble, comme tu disais, main dans la main. La C2SCT ne peut avoir recours toute seule à une expertise. En fait, il doit faire la demande, le faire remonter en CSE, qui doit le faire remonter en réunion pour pouvoir voter une expertise, alors que le CHSCT avant était autonome et pouvait le faire tout seul. Donc avant, le CHSCT, c'était un comité, donc autonome, libre, et maintenant c'est une commission, la C2SCT. Donc on perd du poids. On est sur le même type de commission, formation, logement, etc. Donc les sujets sont moins pris à bras-le-corps ou peuvent être éventuellement pas toujours traités pendant les réunions avec la direction, quoi, ou pas si bien que ça. Donc en fait, le constat que moi je fais personnellement, et je suis pas la seule à le faire parce que il y en a beaucoup d'autres. En fait, avec cette fusion, on a perdu des moyens humains. Avant, il y avait plus d'élus. Maintenant, on a moins d'élus avec plus de charges de travail. Donc, c'est un constat. On a moins de moyens financiers aussi. Du coup, si on dit moins de moyens financiers, pour faire des expertises, c'est compliqué. Parce que quand le CSE doit mettre une participation financière dans les expertises, on se retrouve… Ou alors, il faut un autre choix aussi, parce que c'est compliqué de savoir où mettre l'argent, comment l'utiliser. Il y a aussi des manques de connaissances. On s'aperçoit que les élus ont besoin de formation. Mais qui dit formation, il faut aussi les payer. Donc, ces moyens financiers-là ont aussi un impact au niveau de la formation des élus. Parce que les élus, à base, ce sont des salariés, souvent lambda, comme toi et moi, qui prenons un mandat et pour lesquels il faut aller se former. Donc, pour la C2SCT, il y a une formation de 5 jours qui est obligatoire. Pour le CSE aussi, il y a des formations obligatoires, mais ce n'est pas suffisant, quoi. En fait, on s'en aperçoit vu l'ampleur des sujets et la difficulté aussi quand on est sur des sujets économiques, financiers ou de santé, quand on n'est pas formé à ça. Les formations aussi sur le droit du travail, c'est quand même un nerf de la guerre de nos jours. Donc, c'est important d'en faire. Et voilà. Il y a aussi moins de temps de délégation donné aux élus. Et qui dit temps, pour pouvoir s'occuper de tout, c'est compliqué. Tout ça, je veux le rappeler à la fois pour les salariés, pour qu'ils comprennent aussi la difficulté des CSE à prendre tout ça en main. Parce que c'est un vrai rôle qui est important, mais quand on enlève certains moyens, c'est difficile de faire front à tout. Donc, le temps de délégation, dans ces temps-là, les élus doivent faire des inspections, doivent faire des expertises, enfin, des enquêtes, ne serait-ce que des enquêtes, d'aller au contact des salariés, de travailler en amont sur tous les fichiers que la direction leur donne en prépa des réunions. Tout ça prend du temps et ils en ont de moins en moins. Monique, juste, excuse-moi, je t'interromps. On a une question dans le chat de Ludivine sur les formations obligatoires du CSE. Est-ce que tu peux juste nous en dire un peu plus? Qui est-ce qui la paye sur cette formation-là? Alors, les 5 jours, c'est les directions, quoi, puisque c'est obligatoire de toute façon. Donc, mais après, quand on veut aller plus profondément au niveau, le CSE a un budget, effectivement, mais il n'est pas immense non plus. Ça dépend aussi du nombre, du CSE, de l'ampleur du CSE, de l'entreprise, de ce que l'entreprise donne au CSE, etc. C'est ça. Mais ce qui est intéressant à souligner, tu vois, Ludivine, elle nous dit, mais moi, on ne m'a pas proposé de formation. Elle doit être élue d'un CSE ou d'une CSSCT. Ce qu'on voit sur le terrain aussi, c'est qu'il y a plein de membres de CSE à qui on n'a jamais dit qu'il y avait des formations. Et il faut… Et obligatoire en plus. Ouais. Voilà, il faut absolument le faire, quoi. En fait, c'est comme si on disait, on te donne un rôle avec une importance qui est absolument stratégique
qui en plus embarque l'obligation de l'employeur, mais par contre, je te donne pas les armes pour y aller. Donc, Tout à sois fait. compétent par défaut, ouais. C'est tout à fait ça. Et du coup, ben, c'est beaucoup l'inné qui ressort. Ce qu'on sait faire, on y va. Ah oui, bien sûr. Mais bon, voilà, c'est pas donné à tout le monde, quoi, d'être bon sur tous les sujets. Par contre, quand on a des formations globales, ben déjà, ça permet déjà de rééquilibrer aussi les connaissances, quoi. Oui, puis ce que tu dis, c'est que même la formation initiale de 5 jours, de toute façon, elle permet pas d'être expert de tous les sujets à traiter, bien sûr. Voilà, c'est fondamental de la faire. Ça donne des bases, même en droit du travail, pour savoir, pour être sûr d'être dans le code du travail, Ah, quoi, bien sûr. aussi, hein, c'est ça. Donc, il y a moins de moyens humains, il y a moins de moyens financiers, il y a moins de temps de délégation, il n'y a pas les compétences, les formations. Enfin, OK, il y a Et quoi d'autre qui puis, va pas encore? ben, en fait, il y a aussi notre état. Je parle du soutien externe, interne et externe dans les entreprises pour les élus, c'est-à-dire de pouvoir s'appuyer aussi sur la médecine du travail, s'appuyer sur les inspections du travail, parce que eux-mêmes sont tous fragilisés parce qu'ils sont débordés. Donc, ils ont eux aussi moins de temps à pouvoir consacrer à être sur les entreprises et sur le terrain. Et ben, du coup, en perte d'action, quoi, en perte de capacité de pouvoir agir. Après, il y a aussi autre chose aussi que les salariés doivent prendre conscience, c'est qu'un élu ben, doit supporter aussi une charge de travail, une charge mentale et émotionnelle importante. Parce qu'ils ne sont pas détachés tout le temps de leurs fonctions professionnelles. Donc, très peu sont permanents syndicaux. Moi, je l'ai été à la fin de mes mandats. Ça me permettait de ne faire que ça. Mais quand on doit assumer son rôle de professionnel aussi, c'est compliqué. Parce que, par exemple, moi, quand je travaillais, bon, j'étais contrôleur de gestion. Donc, quand je faisais mes tableaux, etc., j'avais tout d'un coup un salarié qui venait en souffrance, qui me demandait est-ce que on peut se parler, etc. C'était le moment pour. Ben, il fallait que j'y aille. Donc, je laissais mon travail, j'allais voir le salarié. On parlait pendant 20 minutes, une demi-heure, peu importe. Mais la souffrance, on l'absorbe personnellement en tant qu'élu. Et puis après, on revient sur son poste de travail comme si de rien n'était. Ou alors, on fait des réunions avec la direction et pareil, parce qu'on a les mêmes obligations que les autres salariés, même si les postes sont, voilà, on dit qu'on fait attention pour pas être en surcharge, mais on l'est de toute façon même émotionnellement. Et puis, les élus, le rôle des élus, c'est aussi d'assister les salariés lorsqu'il y a des entretiens préalables au licenciement. Pour ça, on a besoin aussi d'avoir du temps, de faire des enquêtes pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, se renseigner dans les services, etc., quoi. Donc, en fait, c'est un constat, c'est fatigant, épuisant. Et ça, j'entends et je veux que tout le monde aussi l'entende. C'est pas facile d'être élu CSE. Mais une fois qu'on a fait tout ça, qu'on a dit tout ça, il ne faut pas aussi oublier que ça fait partie des missions du CSE de prendre tout ça en compte et de mettre au premier plan la santé des travailleurs parce qu'on les voit de plus en plus tomber, chuter. La souffrance au travail est en augmentation. Donc, en fait, c'est ce qu'on se posait comme question. OK, qui sont les acteurs? Qu'est-ce qu'on peut faire et quoi mettre en place? C'est compliqué comme constat. Mais d'un autre côté aussi, ce que je veux dire aussi, c'est que quelles que soient les couleurs, les casquettes qu'on porte, les couleurs des syndicats, etc., on doit être tous unis, tous ensemble sur ces sujets-là qui sont pour moi le nerf de la guerre parce que, OK, il y a l'économie, il y a les finances, j'entends. Mais si les gens tombent, à un moment donné, l'entreprise, elle ne tournera plus.
Bah, c'est le nerf de la guerre, mais on a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui est fait pour s'en Service occuper. après-vente à QVT, le jour de la fête de la musique. Bonjour, la QVT, la QVT. Ça vous dit, on est heureux, cher Aznavour. Hein. Oui, petite question, Sonia, je t'écoute, Sonia. Oui. Eh bien, on va poser la question tout de suite. Oui. Comment le CSE écoute-t-il vraiment les salariés? Alors, le levier pour écouter le plus les salariés, c'est de faire des inspections régulières. En fait, rien ne vaut d'aller sur le terrain, d'aller voir tous les métiers. Parce qu'en en fait, le CSE manque de représentativité au niveau des métiers de l'entreprise, d'une entreprise, vu le nombre d'élus qu'il y a. Mais par contre, en faisant des inspections régulières, on va au contact des gens, on leur parle, on leur demande comment ils se sentent au travail, comment ils vivent leur travail. Et ça, c'est important. C'est important de le faire, de savoir ce qui va mal, mais aussi ce qui va bien. Parce qu'il y a des services qui sont aussi défaillants et chez Wunjo, c'est ce qu'on défend et c'est aussi notre ADN, de se dire, OK, ben, aussi modélisant tout ce qui va bien dans les services quand il y a défaillance. Et puis, pour ma part, moi, je pense que le CSE et les élus sont les personnes les plus à même d'aller au contact des salariés et d'entendre leurs revendications et leur vision de leur travail et leur ressenti. Parce que quand on est un élu, ben, on n'a pas de jugement à avoir. Et souvent, les salariés ont peur d'aller voir leur RH, les ressources humaines, de peur d'être catalogués mauvais élèves ou le maillon faible du service ou de se plaindre, de toujours avoir quelque chose à dire. Non, nous, en tant que représentants du personnel, on entend les salariés, on n'a aucun jugement à avoir. Et justement, on est leur voix pour faire remonter les problématiques des salariés. Donc, je pense que c'est l'organe principal et le dialogue social prend vraiment une grande importance quand justement il y a ce langage fluide et ce dialogue entre les instances représentatives du personnel, les RH et les directions pour faire avancer les choses. Savoir ce que la base pense, c'est essentiel pour nous. Je voudrais rebondir là-dessus. Moi, il y a un point de clarification, je pense, qui serait important d'amener, et bah, tu auras ton point de vue, j'aurai le mien, et peut-être qu'il existe quelque part une littérature pour répondre à cette question. C'est, tu vois, tu parles beaucoup de problématiques, de risques, de prévention. Donc, on est vraiment sur le volet très rouge, tu vois, qui va vraiment pas. Et j'ai vu qu'il y avait une question dans le chat sur la différence entre QVT et RPS. Et d'un autre côté, tu es en train de nous dire c'est aussi hyper important d'aller regarder ce qui va bien et continuer à préserver et conforter ce qui va bien. Et on voit bien que dans les nouvelles ordonnances, on demande aussi au CSE de prendre soin des conditions de travail. Donc oui, de les améliorer, de régler des problèmes, mais aussi de faire en sorte de préserver les choses quand elles se passent bien. Et c'est là où, en fait, il y a une espèce de confusion parce qu'on a l'habitude de regarder la prévention santé-sécurité au travail comme étant une démarche très résolution de problèmes, analyse de risques, etc. Et jamais le côté positif. Tout à fait. Toi, de ton expérience, de tous tes mandats, si tu devais donner une clé de répartition, sur 100%, vous gériez combien de problèmes versus combien de choses super sympas qui vont bien? Alors, 98%, ça n'allait pas, puisqu'on faisait remonter que les choses qui n'allaient pas. Et effectivement, je garde quand même 2%. Il y avait des choses qui allaient. Après, on disait aussi ce qui allait bien, ce qui était mis en place, mais c'était parfois pas suffisant. Il y avait une volonté, mais c'était pas suffisant. Mais par contre, c'est vrai que c'est important aussi pour les salariés d'entendre tout ce qui va bien et ce qui se fait de bien. Parce que pour le moral, pour aller au travail le matin, au lieu d'y aller la boule au ventre, eh bien, on se dit, ouais, finalement, je suis quand même dans un bon endroit, j'ai droit à ça, j'ai ça. Et ça, c'est important de le dire et c'est important de le faire remonter. Mais l'image d'Épinal qu'on a du CSE ou qu'on confond régulièrement avec les organisations syndicales, hein, c'est le côté vindicatif et donc c'est que les problèmes.
Autre question, Monique, en lien avec ça. Je te posais la question de positif, remontée positive ou traitement de sujets négatifs. La qualité de vie au travail, c'est un sentiment de bien-être, c'est un sentiment de bien-être global. Et dans ce bien-être, on a évidemment le bien-être du corps, donc tout ce qui est prévention des risques professionnels physiques. Et on a aussi un être humain qui est un esprit, qui est un cœur, qui est une âme, enfin voilà, qui a une vie mentale, une vie psychique. Et merci Covid, parce qu'il y a quand même quelques avantages, c'est que maintenant on commence à comprendre qu'on est un être complet. Toi, de ton expérience en CSE, quelle est la proportion de sujets matériels physiques versus les sujets de santé mentale? Ok, on est encore sur du 98-2. Alors, bon, moi, j'ai vécu des expertises en risques psychosociaux dans ma société, donc on l'a pris en compte et on l'a fait remonter. Justement, c'était à l'époque du CHSCT, quoi. On faisait remonter ça, mais c'est le sujet qui est très compliqué à gérer, même par les élus. Parce que même moi, lorsque j'étais déléguée du syndical, par exemple, et que j'avais mes élus, on me disait souvent, c'est problématique, je ne sais pas comment faire, moi, quand j'ai des salariés qui sont en souffrance et qui arrivent en pleurs. Donc, il y a le côté inné, mais il n'y a pas que ça. Je veux dire, il faut savoir être formé. Donc, c'est pour ça que autant les élus se forment sur les premiers gestes de secours qu'on connaît en secourisme, mais maintenant, il existe aussi avec, par exemple, le PSSM, les premiers secours en santé mentale. Donc, pour moi, ça fait partie des obligations des élus de se former à ce genre de choses, parce qu'on se rend compte que la souffrance au travail, c'est énormément de personnes qui tombent à cause de burn-out, de RPS, de risques psychosociaux, comme tu disais. Et quand l'esprit ne va plus, le corps ne va plus. Donc, il y a tout qui suit, quoi. Et souvent, quand on fait des inspections, des fois, il suffit de rien de parler à un salarié pour enlever un stress, parler, écouter quelqu'un qui va mal, et puis finalement, ça va mieux. Donc, voilà pourquoi aussi les inspections sont faites. Voilà pourquoi il est important d'aller travailler. Et quand on est formé, on sait détecter aussi. Et le fait de détecter, c'est faire de la prévention. Complètement. Puisque de toute façon, à l'heure actuelle, il faut faire de la prévention. Il faut arrêter d'éteindre des feux. C'est pas une fois que des gens tombent et sont au bout du rouleau et vous disent « moi, j'en peux plus, je vais me jeter ». Non. Je veux dire, alors, les élus, à ce moment-là, si on fait des inspections, si on tourne dans les services, on voit la souffrance et on essaye de dégoupiller la grenade, quoi, hein, et on essaye d'apporter des… Mais c'est vrai que la santé mentale, c'est ce qui revient de plus en plus parce que c'est une réalité du terrain, les gens vont mal et il ne faut pas mettre la tête dans un trou, il faut y aller, quoi. Il ne faut pas avoir peur. T'arrêtes pas de dire, voilà, il faut y aller, aller sur le terrain. Parfois, tu donnais l'exemple de ce petit acte tout simple de quelques minutes en posture d'écoute. Comment, de ton expérience, les plans d'action CSSCT sont-ils écrits? Alors… Tu vois, est-ce qu'on va écouter les gens ou est-ce que c'est encore dans une tour d'ivoire des gens qui sont censés être représentatifs du personnel et qui projettent, qui marchent dans la tête des salariés et qui projettent des solutions? Non, alors en fait, déjà, il faut écouter. Quand tu écoutes, après tu analyses, tu vois ce qui va mal, en fonction de la problématique qui t'est remontée, oui, tu transfères aussi… tu fais un droit d'alerte, tu peux faire un droit d'alerte si vraiment c'est grave et imminent, quoi. Attention, là, ça va pas du tout… ça, c'est de la responsabilité de la direction et des RH. Hein, donc, tu fais remonter aussi chacun son rôle. Je veux dire, donc toi, tu es là, tu tâtes le terrain, tu vois comment ça se passe. Après, il y a des gens qui vont plus ou moins parler, qui vont avoir peur de parler face aux autres, la confidentialité, etc. C'est pour ça aussi que c'est important d'avoir des locaux syndicaux pour pouvoir permettre cette écoute. C'est confidentiel de toute façon.
Donc, les gens peuvent vraiment se livrer et moi, je les invite à tomber le masque et vraiment à dire ce qui va bien et ce qui ne va pas aussi, quoi. Après, les élus ne sont pas des psychologues, hein, donc voilà. Donc, à un moment donné, nous, on fait notre part, les élus font leur part, mais après, ils transmettent aussi l'information pour que des gens plus expérimentés et ou alors, il faut aussi les inviter à se faire aider sur des ressources extérieures comme la médecine du travail qui est là pour ça, les psychologues du travail, quand c'est par exemple je veux dire, quand on voit quelqu'un saigner, ben on va de suite aller le voir et lui demander mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Je peux t'aider. C'est la même chose en santé mentale, c'est ce qu'il faut faire et c'est l'affaire de tous. On voit tous des gens qui vont plus ou moins bien et faire attention à l'autre, c'est important parce qu'on travaille tous ensemble. Et du coup, comme on sait que l'écoute salariale, c'est quand même la clé de voûte en qualité de vie au travail, on en parlait encore là en tout début de semaine, puisque c'est quand même la semaine de la QVT cette semaine, donc Exactement. on a essayé de prendre la parole. On sait que si on veut pouvoir améliorer très concrètement la vie, la qualité de la vie des travailleurs et des travailleuses, il faut que les actions qui soient mises en place soient complètement pertinentes, qu'elles soient adaptées, qu'elles soient OK. Bon, après, on va expérimenter et puis on verra si ça fonctionne. Mais en tout cas, déjà à la base, il faut faire des choix pertinents. Pour que ces choix soient pertinents, si on remonte un peu le fil, il faut que les propositions d'action, elles soient émises par les personnes qui sont concernées par le travail, c'est-à-dire les personnes qui travaillent, en fait, hein, qui ont ces jobs qui sont parfois, voilà, qui créent dans lesquels il y a des exigences qui sont très fortes. OK, si on remonte encore un petit peu le fil pour que les personnes puissent faire des propositions d'action qui soient pertinentes, encore faut-il qu'on leur donne la possibilité de s'exprimer, qu'elles soient non seulement entendues, mais vraiment écoutées, qu'elles soient associées, en fait, vraiment, et qu'on leur donne du pouvoir de décision. Ce qui veut dire qu'à la base, il faut créer des dispositifs d'écoute salariale de qualité, créer des conditions de confiance, un cadre sécurisant permettant à chacune et à chacun de se sentir libre de s'exprimer sans avoir peur d'être jugé. Et donc, on en revient à la première étape qui est, si je remonte mon fil, qui est comment est-ce qu'on évalue la façon dont les individus et donc les collectifs de travail vivent le travail. Tout à fait. Et donc, les CSE font des inspections. Ça s'appelle des inspections et des enquêtes. Voilà. Enquête, c'est lorsqu'il y a déjà un problème, donc l'enquête est obligatoire pour pouvoir savoir ce qui se passe. Mais déjà, on éteint du feu. Mais Monique, on va être honnête, le nombre de boîtes, sur 100 boîtes qui mettent en place des audits QVT, il n'y en a aucune qui le fait en se disant, comme tout va bien, on s'est dit que ça serait bien qu'on voit comment ça se fait que tout va bien. Donc, on va mettre en place… Enfin, tu vois, on peut se dire, il n'y a plus une seule boîte aujourd'hui qui est en prévention primaire à 100%. Mais justement, le CSE aussi doit être force de proposition et de préconisation. Donc, justement, dans ces propositions et ces préconisations, mettre en avant aussi ce qui va bien pour pouvoir le modéliser partout. Quand il y a un service qui fonctionne bien, ben regardez, on a l'exemple noir sur blanc que ça se passe bien, que tous les salariés sont contents, sont heureux. OK, est-ce qu'on peut le transposer sur un autre service qui est défaillant? Donc voilà, donc les préconisations, c'est hyper important. Et moi, j'invite les CSE à vraiment mettre tous ces sujets à l'ordre du jour. Alors, c'est compliqué aussi des fois parce que souvent, on nous dit « Oh non, mais je vais pas mettre ça à l'ordre du jour, on a trop de sujets à mettre sur le tapis en réunion, on va y passer des plombes. » Oui, mais en même temps, ça fait partie aussi des prérogatives du CSE de parler de qualité de vie au travail et de la santé des travailleurs, quoi. Donc, n'hésitez pas, moi je leur dis. Service après-vente à QVT, bonjour. Oui, bonjour Ludivine. Oui, on va demander. Oui, Ludivine, elle voudrait savoir, proposer des permanences CSE, pour l'écoute des salariés, c'est une bonne idée ou pas? Tout à fait. Moi j'invite. Moi, tout ce qui est ouverture, de pouvoir écouter les salariés, de pouvoir permettre de libérer la parole, d'avoir des échanges de bonnes pratiques, de pouvoir
parler des risques psychosociaux, de casser ces tabous, d'arrêter, de lever la cloche et d'expliquer à tout le monde ce que c'est. Comme ça, tout le monde pourra aussi être acteur de tout ça. Quand on commence à avoir des changements chez certaines personnes, ben, d'aller la voir et de lui dire ça va pas, est-ce que je peux t'aider, comment je peux t'aider. Donc oui, des cellules d'écoute sont. Moi, je suis pour. Hein. Je peux que applaudir quoi. Lorsqu'il y a des entreprises qui mettent ça en place déjà, hein, qui sont pour du dialogue social et qui sont pour ouvrir le dialogue quoi. Et encore. Surtout d'être associé et toujours associer les CSE dans le dialogue social et dans. Ouais. On ne travaille pas l'un contre l'autre, on travaille l'un avec l'autre. C'est exactement ce que j'avais envie d'ajouter, Monique. C'est souvent quand on aborde le sujet du dialogue social, on reste encore dans cette vision d'Épinal de David contre Goliath, le patronat contre le salariat. Enfin, on va quand même rappeler qu'il y a une très grande partie des patrons qui sont eux-mêmes des salariés, hein, ce qu'on appelle les dirigeants salariés. Donc, ils incarnent le patronat, mais en fait, ils sont eux-mêmes concernés puisqu'ils travaillent et qu'ils ont des conditions de travail et qu'eux-mêmes, ils ont une santé dont il faut prendre soin. Moi, j'ai le sentiment que profondément, on n'arrivera pas à faire avancer les questions de dialogue social tant qu'on restera sur une espèce de vision hyper dichotomique, clivante, avec des rapports de pouvoir, tant qu'on n'aura pas compris que le principal capital d'une boîte, c'est son capital humain, parce que sans les hommes et les femmes, il n'y a plus rien qui tourne, hein, ok ? Et quand je dis ça, c'est d'avoir des corps présents dans l'entreprise, hein, des humains qui sont là et qui travaillent, qui sont des œuvriers, comme nous on aime bien les appeler chez Wunjo. Mais ces humains, s'ils ne sont pas en bonne santé, ça ne sert à rien d'avoir leur corps parce qu'ils ne vont pas être productifs. Et cette chose qui est profondément évidente, quand on en parle avec des enfants, par exemple, quand on leur dit, tu vois, si tu es en bonne santé, tu travailles bien. Et puis, si tu as les moyens de bien travailler, tu vas te sentir mieux. Et là, ils te regardent avec des yeux de Merlin Free en disant, oui, bien sûr. Voilà, quand je suis fatiguée, je vois bien qu'à l'école, je n'arrive pas à suivre. Et puis, si j'ai mal quelque part, je vois bien que je n'arrive pas à faire l'exercice qu'on me demande. Et nous, dans le monde du travail, il a fallu qu'on mette des millions d'euros sur la table pour faire des études scientifiques, pour faire la démonstration qu'un travailleur qui se sent bien, il sera plus efficace, et qu'un travailleur qui se sent efficace, il se sent mieux. Et ce lien logique, c'est quand même dingue de se dire qu'encore aujourd'hui, il n'est pas intégré pour une grande partie de ces personnes qui incarnent la direction. Et donc, ça continue de nourrir le clivage des gentils délégués du personnel, membres de CSE, qui sont là, qui défendent la veuve et l'orphelin, pour que les corps, on prenne soin d'eux et les cœurs. Et à côté de ça, d'avoir des directions qui ont l'air d'être des rouleaux compresseurs et de considérer les humains comme des machines. Il y a quand même une réconciliation des parties et j'ai envie de dire balle au centre. En fait, c'est pas l'un contre l'autre. Tout à fait. Pour moi, ça a toujours été ça, le dialogue social. Ça a toujours été, OK, on entend des choses, permettez-nous de faire. Et tout le monde est gagnant-gagnant dans l'histoire. Les entreprises gagneront parce que on a tellement de turnover, de dépression, de départ. Tout le monde veut partir du travail. Moi, je m'en rends compte à l'heure actuelle en faisant des bilans de compétences. Mais à un moment donné, où va-t-on ? Tout le monde t'exagère un peu. Tu ne serais pas un peu marseillaise ? Tu as raison. Je ne veux pas faire de généralité. Non, tu as raison. En fait, c'est ma clientèle actuelle. Oui. Forcément. C'est-à-dire qu'on a aussi des biais cognitifs puisqu'on parle de ce qu'on voit sur le terrain. Mais moi, il faut le dialogue social, il faut être tous ensemble et mettre en place des actions concrètes aussi, qu'on entende, mais qu'on mette des actions concrètes efficaces. De toute façon, si c'est discuter pour discuter et que derrière, il n'y a rien qui se passe, je ne sais plus si c'est Yves Clos, je crois, qui parle de la parole utile. En fait, quand on libère la parole et qu'on écoute les travailleurs et les travailleuses, alors ça fait du bien déjà de pouvoir s'exprimer, de déposer les choses, de se sentir accueilli. Ok, ça c'est une première étape. Mais si après ce que j'ai mis dans le champ et le courage que j'ai eu, l'audace que j'ai eu de partager ce que je ressentais, ce que je pensais, ça n'est pas suivi d'effet et que derrière, il n'y a pas de prise de décision, c'est hyper déceptif. Et après, on s'étonne qu'on envoie le baromètre social de l'année suivante et qu'il n'y a plus personne qui répond et qu'on tombe à des scores de 30 ou 40% de participation. En fait. Tout à fait.
Tout à fait. Ah, service après-vente à QVT, jour de la fête de la musique. Bonjour, quand tu chantes et quand tu danses dans tes yeux, ça va. Oui, Pauline. Ah, question pour Emmanuel. Attention. D'accord. Ok, on va lui demander. Oui, on lui demande. Bon, alors Emmanuel, finalement, qui devrait piloter la démarche QVT? CSE ou comité QVT? On a quelqu'un qui nous retoque en disant: vous êtes partis là, toutes les deux. C'est Sur le notre- sujet de départ du SAV, c'était ça quand même. Elle tient sa réponse apparemment. Ouais, bah oui, je comprends. Et en fait, c'est vraiment ce que j'exprimais en introduction, c'est que c'est la question qu'on s'est vraiment posée avec Monique et qui nous a amené à organiser ce SAV et essayer de clarifier les choses. Bon, le truc, c'est que moi, je n'ai pas une réponse toute faite, parce que déjà, il y a autant de configurations qu'il y a d'entreprises, qu'il y a des niveaux de qualité de dialogue social qui sont plus ou moins importants, il y a des CSE qui existent, d'autres qui n'existent pas, il y a des PV de carence qui existent aussi, il y a des boîtes qui n'ont pas de CSE, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon, et pour autant, on voit que la QVT est à la mode, et franchement, ça, on ne va pas s'en plaindre. Pour une fois qu'il y a une mode qu'on aime, on ne va pas s'en plaindre. Si on regarde concrètement la situation de ce qu'est un CSE, ce que vient de nous rappeler Monique, et de ce qu'est un comité QVT, je vais vraiment parler de ce qui est prescrit par notre autorité de tutelle et par les textes de loi. Je vais peut-être commencer par les inconvénients du comité QVT par rapport au CSE pour porter les projets de qualité de vie au travail. Bon, déjà, mettre en place un comité QVT dans une entreprise, ce n'est pas une obligation légale. Il y a des textes de loi qui parlent de prévention santé-travail, qui encouragent blablabla. Il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de texte aujourd'hui qui dit tu as plus de 50 salariés, tu es obligé de mettre en place un comité QVT. Ça n'existe pas. Donc, ça veut dire que déjà, on est sur le principe du bon vouloir de la part de la direction ou d'un CSE qui a suffisamment de pouvoir pour impulser ce type de démarche. Ensuite, un comité QVT est composé de membres qui n'ont pas des mandats. Ils ne sont pas élus. On fait un appel à candidature et on demande qui sont ces gentilles petites personnes qui vont venir passer du temps pour traiter de ce sujet terriblement complexe et sur lequel tout le monde nous attend. Voilà. Donc, il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas de siège en codir, il y a juste le devoir d'être force de proposition et l'espoir que le travail réalisé en comité QVT va pouvoir être entendu au niveau de la direction sur des échéances régulières comme des codires. Bon. Et puis là, tu parlais aussi donc des gens, des salariés lambda qui avaient beaucoup envie de participer, mais je rappelle quand même qu'il n'y a que les élus qui sont salariés protégés. Ah bah, pour faire remonter des choses. Ah oui, donc, c'est sûr. Complexité en plus. Ouais, c'est ça. Bon, on rajoute à ça qu'un comité QVT n'a pas ou peu de moyens financiers. C'est-à-dire que des boîtes qui ont figé, sanctuarisé une ligne qualité de vie au travail dans leur budget prévisionnel, parce qu'il y en a très très peu aujourd'hui. Je passe sur le fait que quand il y en a une, elle est surtout utilisée pour acheter des extracteurs de jus et tout ça, ok. Dans les comités QVT, il y a un autre souci, c'est qu'il n'y a pas de temps de délégation, contrairement au CSE. C'est-à-dire que les personnes qui vont participer au comité QVT font ça en plus de leur travail, comme les membres de CSE, mais il n'y a pas une délégation officielle inscrite. Ce qui fait que nous, on a souvent sur le terrain ce qu'on voit quand on accompagne les membres des comités QVT, quand on démarre les réunions. Nous, on aime bien le faire de manière à la Wunjo, en participatif, avec de la convivialité. On fait un petit tour au départ pour savoir comment ça va pour eux. On essaie de prendre soin d'eux puisqu'ils doivent prendre soin des autres. Et on essaie de vérifier systématiquement qu'il y a de la disponibilité pour être dans l'instant présent et s'occuper des sujets. Et les tours de table, en fait, ils brisent le cœur à chaque fois. C'est-à-dire que les gens expriment qu'ils se sentent coupables d'accorder du temps à traiter ces sujets-là parce que pendant ce temps, leur métier, il n'y a personne d'autre qui le fait, ou alors leurs tâches, ils les ont dispatchées sur leurs collègues, et donc ils se sentent coupables de créer de la charge à leurs collègues ou coupables de ne pas traiter le boulot qui est rentré. Donc le fait qu'il n'y ait pas de 95% du temps, qu'il n'y ait pas de temps de délégation, c'est aussi un frein énorme. Tu parlais tout à l'heure des membres des CSE qui n'ont pas de formation. Les membres des comités QVT ont bénéficié d'une formation. CSE, elle est obligatoire, même si elle n'est pas toujours respectée. Comité QVT, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de prescrit. Donc, la plupart du temps, on leur demande de piloter un projet qui est quand même, d'abord qui est une gestion de projet, un vrai projet, c'est une démarche d'amélioration continue. Donc, on est sur une démarche qualité. Tout le monde n'est pas né en sachant ce que c'est qu'une démarche qualité. Voilà. Donc, il y a un vrai manque de compétences.
Et puis, il y a un dernier point, à mon sens, qui est alors, pas forcément un inconvénient, mais dont il faut vraiment tenir compte pour distinguer le rôle du comité QVT du CSE. C'est que dans un comité QVT, c'est très clair, on ne traite que des sujets collectifs. Les sujets individuels n'ont absolument pas leur place parce que justement, c'est le rôle du CSE ou des services de santé au travail ou des assistantes sociales, mais c'est absolument pas le comité QVT qui doit s'en occuper. OK. Une fois que j'ai dit tout ça, vous voyez, ça, c'est les inconvénients. Il y a des merveilleux avantages à mettre en place un comité QVT, quand bien même on a une CSE, voire une CSSCT d'ailleurs. La première chose, c'est qu'un comité QVT, il est complètement libre de son fonctionnement et de sa façon de s'articuler avec les autres instances. S'il veut se réunir toutes les semaines, tous les mois, tous les 6 mois, s'il veut inviter le médecin du travail, le PDG, pour qu'il se rende compte un peu des sujets, s'il est un peu loin, s'ils ont envie de... En fait, c'est extrêmement libre la façon de fonctionner. C'est-à-dire que la contrepartie qui n'est pas de prescrit d'obligation, c'est que du coup, il y a une zone quelque part de flottement qui invite aussi des initiatives originales. Après, ce qui est intéressant aussi à entendre dans un comité QVT, c'est le fait que vraiment ce qui est prescrit, c'est d'avoir ce qu'on appelle une approche intégrée. Et c'est là où moi, ça m'embête par rapport au CSE parce que ça décrédibilise un peu les CSE. C'est qu'un comité QVT doit être représentatif du personnel. Et quand je dis représentatif, c'est vraiment représentatif. C'est-à-dire qu'il y a un membre de la direction qui doit être là, un membre du management stratégique, un membre du management opérationnel ou de proximité. Il doit y avoir un responsable de chantier si ça existe. Il doit y avoir une personne qui travaille dans les bureaux. Il doit y avoir une personne qui travaille sur le terrain. Il faut que l'ensemble des métiers, des services et des départements soient présents dans ce comité puisqu'ils incarnent la parole de la population qu'ils représentent. Et quand je dis que ça m'embête un peu, c'est que le CSE, on dit que c'est les instances représentatives du personnel. Les CSE sont rarement représentatifs du personnel. Et nous, on a cette chance-là, dans les comités QVT, d'avoir quelque part une parole plus réaliste et plus entière, où le système d'acteurs politiques, stratégiques, managérial, technique et social est vraiment représenté. Autre chose, nous, dans les comités QVT, on est sur une logique vraiment gagnant-gagnant. On est sur de la coopération. On n'est pas sur un système de revendication et de concession. Tout le monde est au même niveau. On pratique de la coopération. Vraiment, on est dans de l'intelligence collective et avec chaque personne qui a une voix. Et ça change tout en termes de façon de poser le regard sur les sujets, de liberté d'expression et de qualité aussi des forces de proposition. Il y a autre chose, c'est le fait que quand on fait de la QVT, c'est une démarche qualité. Donc, encore une fois, c'est une méthode au projet. On est dans de l'expérimental. Un comité QVT a le droit de se planter, a le droit de faire des erreurs dans ses préconisations et a le droit de mettre en place des actions qui ne vont pas être efficaces. Le CSE, si vous vous plantez, ce n'est pas du tout la même histoire. Il se joue des questions de légitimité derrière. Et pour finir, tu en as déjà parlé un petit peu tout à l'heure. En QVT, on aborde le positif et pas que les risques et les problèmes. Quand le CSE fait des enquêtes, des inspections, non mais vous entendez le mot. On ne fait pas d'enquête quand il n'y a pas eu de crime. On ne fait pas d'inspection quand il n'y a pas un problème. Nous, en QVT, on fait des audits, on fait des baromètres d'écoute salariale ou de climat social. On est sur quelque chose qui est beaucoup plus positif, complet et beaucoup plus équilibré. Donc, vous voyez, il y a des avantages et des inconvénients des deux côtés. On n'a pas, avec Monique, vocation à dire comment il faut faire. Tout ce qu'on peut vous recommander, puisqu'il n'y a pas de formule toute faite, c'est d'ouvrir le dialogue et de créer le débat autour de cette question au sein de votre organisation avec les personnes concernées, la direction, le CSE, la CSSCT, la petite chargée de mission QVT dans son coin qui essaie de faire ce qu'elle peut, le QSE, la DRH, mettez tout le monde autour de la table. Et puis définissez à un moment donné les périmètres, donnez de la clarté aux missions, aux objectifs, aux rôles des uns et des autres et à la meilleure manière de coordonner tous ces acteurs. Et bien moi, c'est ce que je vais faire. Je vais aller 12h29, je vais aller me mettre autour de la table. Elle est où ma QVT? Elle est où? Elle est où? Elle est où ma QVT? Elle est où? On espère qu'il va aller voir des concerts de jeunes qui changent un peu le...
Elle est où ma QVT? Les Elle est références où? musicales. À la Bonne fête de la cantine. musique, Elle est où Marco. ma QVT? Elle est Salut où? Marco. À la cantine. Merci. Au prochain SAV, salut, joyeuse fête Salut de la musique. Marco. Quand Merci, tu joyeuse chantes fête et de quand la tu musique. danses dans tes yeux, ça. Si vous voulez poursuivre les échanges avec Monique ou avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton « Je veux échanger avec Wunjo » qui apparaît en haut de votre écran ou tout simplement à nous contacter via notre site internet. Sachez que Monique intervient dans les entreprises pour animer évidemment des temps qui permettent de libérer la parole et de faire du dialogue social. Elle anime des audits QVT collectives et également des fresques de la QVT. C'est un format qui a été inventé par Wunjo, qui est un séminaire d'une journée qui permet en une journée des choses absolument merveilleuses de transformation des humains au travail, individuellement et collectivement, et qui permet à la fin de la journée d'avoir non seulement un état des lieux, un baromètre social, et aussi un plan d'action co-construit. On fait gagner un temps fou. Si vous vous posez des questions sur comment ça va pour vous, ou si tout simplement vous êtes curieux de regarder comment ça se passe pour vous à l'intérieur, sachez qu'en tant que public du SAV de la QVT, on vous offre un temps en tête-à-tête d'1 heure. Et donc, ça peut être avec Monique, qui était là si vous le souhaitez, ou avec d'autres consultantes de notre équipe. Vous pouvez passer 1 heure en tête-à-tête pour réaliser votre autodiagnostic, votre bilan, et obtenir en 25 minutes une photo exacte de comment ça va pour vous. Et profiter de la demi-heure qui suit pour papoter avec elle et trouver évidemment des leviers vous permettant de prendre soin de vous. N'hésitez pas à flasher le code ou aller sur notre site internet pour en faire la demande. C'est tout à fait gratuit. C'est dans nos valeurs chez Wunjo de faire du bénévolat. Voilà, on se retrouve pour le prochain SAV de la QVT. Ça sera le numéro 15, jeudi 25 juillet avec Clara. Clara qui va nous conseiller pour prendre soin de notre qualité de vie au travail, d'être plutôt soi-même, puisqu'il paraît que les autres, ils sont déjà pris. Dernière petite chose avant de vous laisser. Je vous le disais, ça fait plus d'1 an qu'on anime des SAV de la QVT avec ce ton tout simple, tout frais et naturel. Si ça vous plaît, écoutez, tous les autres sont en replay sur notre site internet, sur notre chaîne YouTube et sur la chaîne web IKEO. Donc, n'hésitez pas à les consulter. Monique, il me reste à te remercier pour le temps accordé et l'énergie que tu as mise dans ce webinaire. Je remercie vraiment à toi, Manu, d'avoir ouvert le dialogue sur ce point-là et j'espère que ça aura donné l'envie à beaucoup de CSE de nous contacter et de travailler avec nous. On espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Merci de nous laisser une petite note et un commentaire parce qu'on adore avoir des feedbacks et c'est grâce à vous aussi qu'on progresse. Merci pour votre présence. Bonne app. Et puis, je vais lancer le générique histoire qu'on soit en musique. Au revoir à tous. À tout bientôt.